Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Cette journée est l'occasion de réfléchir à la manière dont notre société peut devenir plus inclusive et accessible pour tous. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Mariam Diallo, l'animatrice de l'émission Au-delà du handicap que vous suivez déjà tous les jeudis et les dimanches sur cette même chaîne, la RTG2. Bonjour Mariam. Bonjour Dienab. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous parlons de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Oui. Et le thème pour cette année, c'est pour une société inclusive, levons les obstacles à l'accessibilité. Très bien dit Mariam, on a aujourd'hui deux invités, lesquels? Nous avons Dr Morlaye Camara, président de la Fondation pour le secours et l'intégration des albinos, et M. Mansare Bakari. Il est enseignant de profession et secrétaire général de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants. Voilà qui est bien dit. Donc on est entouré de deux professeurs aujourd'hui. Bonjour messieurs. Ouais, bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Ouais, merci. Aujourd'hui on est la journée mondiale du handicap. Oui. N'est-ce pas Mariam? Oui, Alors, Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, moi je ne suis pas l'animatrice, hein, je t'accompagne, Oui. c'est toi l'animatrice. Oui, donc... bien sûr. Bien sûr. Ok. Alors Mariam, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va poser à nos invités? Et pour commencer, je voudrais savoir leur avis sur le thème national de cette année. Et je commence par Dr Morlaye Camara. Merci madame. Sur ce thème national ou international, ce n'est qu'ici que j'apprends parce que généralement les organisateurs de ces situations ne tiennent pas compte de notre existence. Ah bon, pourquoi? On apprend seulement par la presse. D'accord. On ne sait même pas ce qui se passe au plan international aujourd'hui. On ne sait pas. Donc, mais quand même, cette date est retenue chaque année pour célébrer quand même la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Oui, et le 3 décembre de chaque année est consacré pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? En tant qu'albinos en Guinée. Oui, bon, je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Généralement, les gens considèrent les albinos comme des personnes handicapées. Alors qu'en principe, seulement on ne veut pas les assister pour pouvoir sortir et intégrer la famille. C'est ça le problème. Donc, moi, en tant qu'albinos, je suis né dans un village de Forêt-Carrière et j'ai commencé l'école. J'ai commencé l'école en 1968-69. J'ai continué, j'ai fait le collège à Bernard Mounsaya. Ça, c'est une préfecture de Forêt-Carrière. J'ai fait le CEP, après on m'a envoyé pour faire le lycée à Forêt-Carrière Centre. C'est là que j'ai fait le baccalauréat en 1981-82. Et admis au bac, j'ai été orienté à la faculté des sciences et de la nature, donc qu'on appelle Façonnat. Là-bas, on m'a envoyé pour les études, j'ai fait en linguistique en 1988. En 1988, j'ai cherché maintenant de l'emploi. Mais j'ai vu que c'était une situation qui était très difficile vu mon état. Et j'ai cherché à rencontrer les gens dans son compte TP à son âme. Et m'a accordé cette audience. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, le travail maintenant là c'est difficile, je veux augmenter, je veux améliorer encore ma qualité de formation. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, si je vais ailleurs, c'est mieux. Il dit, où tu veux aller? Il dit, je vais aller en armée fédérale. Il dit, pourquoi fédérale? Il dit, parce qu'il y a démocratique aussi. C'est ainsi, il a chargé le ministère de l'enseignement supérieur de m'accorder des bourses. C'est ainsi que je suis parti en armée fédérale en 1988. J'ai étudié là-bas en post-universitaire, j'ai fait mon doctorat en sciences linguistiques et assisté de cela. C'est en Allemagne, quand tu fais le doctorat, il y a 3 disciplines que tu dois faire. Il y a une discipline principale et une discipline secondaire. Donc j'ai pris comme discipline principale toujours linguistique, qu'on appelle ici aujourd'hui sciences du langage. Et puis j'ai ajouté à cela la sociologie et les sciences politiques. Et voilà, lorsque Ça c'est déjà très bien, n'est-ce pas Mariam? Bien sûr. Alors, Monsieur Mansare. Et à Monsieur Mansare, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant malgré les obstacles liés à votre handicap visuel? Merci madame, et d'abord je commence par remercier toute l'équipe de nous avoir
accordé, disons, donc, ce temps d'antenne pour parler de la Journée internationale des personnes handicapées. C'est un honneur et un plaisir. Hein. Voilà, et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec docteur, qui est pour nous une référence, une icône, non seulement dans le monde des personnes atteintes d'albinisme, mais aussi dans le monde du handicap en général. Alors, donc, pour vous parler un peu de ce qui m'a motivé à devenir enseignant, d'abord, je ne parle pas de la motivation au début, parce que l'enseignement n'était pas du tout dans mon programme, comme la plupart des jeunes qui sortent de l'université. Je suis juriste de formation, pour vous le dire. Je rêvais donc de travailler dans les entreprises, mais le docteur vient de le signaler, en fait, lorsqu'on est soit porteur de handicap ici ou que l'on a une petite difficulté, on est souvent confronté à de la discrimination fondée soit sur le handicap ou bien une discrimination quoi que ce soit. Donc j'ai été confronté à pas mal de difficultés. Donc finalement, il y avait une opportunité d'emploi en 2016 qui avait été organisée par le professeur Alpha Condé, le gouvernement du professeur Alpha Condé à l'époque. Et j'ai profité de l'occasion pour tenter ma chance. Donc de là, dès que j'ai intégré la fonction publique, bien que l'enseignement n'était pas une première option pour moi, mais plus j'étais dans la pratique donc, du métier, j'ai fini donc par l'aimer. Et au départ, je n'étais pas motivé, mais dès que j'ai intégré la fonction publique et j'ai commencé à exercer le métier, je suis devenu, disons, donc motivé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'ambition que je nourris pour aller beaucoup plus au-delà de mes objectifs. Merci, M. Mansaré. Merci. Et à vous, docteur Camara. Oui. Comment la société guinéenne perçoit-elle les personnes vivant avec un handicap? Bon, de manière générale, ce n'est pas une vie qui est très facile à traverser. Moi, personnellement, comme je le dis, je me suis battu pour être à un niveau tel que l'intégration au niveau de la famille puisse être acceptée. Parce que je ne suis pas seul dans la famille en tant qu'albinos. Et ils ne sont pas considérés comme des personnes qui ne peuvent rien faire. Ils peuvent bien faire quelque chose. Donc, nous sommes avec les parents, on va même au champ avec eux. Et quand il est question de faire quelque chose au niveau de la famille, on fait appel. Et si c'est d'autres personnes, c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, je suis revenu de l'Allemagne en 1996. Quand j'ai cherché à trouver de l'emploi, c'était pas facile pour moi. J'ai fait 4 années de chômage. L'intégration n'a pas du tout été facile. Pas du tout facile. C'était très très difficile parce que les gens ne voulaient même pas nous recevoir. Et entre-temps, j'ai trouvé, il y avait jusqu'à 80 et quelques docteurs d'État qui ne sont pas des albinos, qui cherchaient à trouver de l'emploi. C'est moi maintenant qui les ai réunis. On a fait une équipe pour demander au gouvernement de nous trouver de l'emploi. Et moi, ayant la possibilité de prendre contact avec l'ancien Conté à l'époque, paix à son âme, les gens ont appris ça. Et ils sont venus autour de moi. Donc on s'est réunis et le président a dit maintenant il faut trouver de l'emploi. Donc ça veut dire qu'en aucun cas vous n'avez voulu quand même lâcher quoi. Non, je n'ai pas voulu lâcher parce que c'est lui, pendant que j'étais là-bas, quand bien même que le ministère me supportait en bourse, mais lui, c'est chaque fois qu'il trouve l'occasion de m'envoyer quelque chose me permettant de vivre pour ne pas faire un abandon des études, parce que je suis à l'étranger, il le faisait à travers les personnes qui voyageaient vers là-bas. Il dit, bon, envoyez mon fils là-bas, il faut lui donner ça au niveau de l'ambassade. Et quand j'étais même là-bas, je logeais même à la résidence de l'ambassade de Guinée. Je n'étais pas dans une cité d'étudiants. Donc, nous sommes là, on s'est battu, et on a fait une équipe de 5 personnes. J'étais même membre de cette équipe-là. Et on s'est battu. Et moi, personnellement, parlant l'anglais, l'allemand, l'espagnol, donc je donnais des cours d'allemand. Et l'allemand, ces cours même, je l'ai donné au niveau du camp Alpha Air. À l'école militaire interarmée, j'ai enseigné beaucoup de militaires là-bas qui ont appris l'allemand, qui voulaient partir faire leurs études supérieures, leur formation supérieure en tant que militaire au niveau de l'Allemagne. Donc je donne des cours. C'est là-bas que l'enseignant m'a trouvé encore. Il dit donc, tu as trouvé l'emploi maintenant, pourquoi tu vas me saluer? Il dit non, je n'ai pas trouvé l'emploi. Il dit c'est un contrat entre moi et l'état-major. Il dit bon, il dit amène-moi tes dossiers demain. Il dit il faut dire maintenant tes dossiers. Il dit pourquoi? Parce que vous avez beaucoup quand même étudié. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de Guinéens encore qui chôment comme moi. Voilà. C'est comme ça. Monsieur Mansaré, oui. Avez-vous vécu une situation marquante qui illustre cette perception? Le docteur, lui, parle de 4 ans. Moi, j'ai fait 6 années au chômage. Chômage, j'allais dire.
parce que j'ai terminé mes études en 2009. Et comme je le disais au départ, j'ai rencontré pas mal de difficultés dans les entreprises, les institutions. Le problème en Guinée, c'est quoi? Il y a souvent des préjugés que les gens portent, disons, donc, à notre égard. Parce que le plus souvent, les employeurs se disent il n'est pas à la hauteur, il n'est pas apte, disons, donc, à développer des sans capacités. Même vous mettre à la tâche. Voilà, sans pourtant nous mettre à la tâche. Donc ça n'a pas du tout été quelque chose d'aisé. Même quand j'ai décroché, disons, donc, le concours d'accès à la fonction publique, parce que moi j'ai tenté ma chance pour le concours. Réellement, il faut se dire la vérité. Nous avons des organisations de personnes handicapées qui se disent qu'elles font des efforts pour pouvoir intégrer les personnes handicapées à la fonction publique ou bien dans le secteur privé. Mais bon, nous ne constatons pas que ce soit, disons, donc, une réalité sur le terrain. C'est d'autant plus que vous rencontrez beaucoup plus de personnes handicapées ou des personnes en difficulté qui chôment encore. Donc ça n'a pas été facile. Mais après mon intégration à la fonction publique, et quand j'ai commencé à faire mes preuves, les gens se sont rendus compte que bon, voilà, c'était qu'une discrimination fondée sur le handicap, mais nous sommes bel et bien capables de participer au développement socio-économique de la nation, comme les autres. Bien sûr, nous avons tous des talents. Absolument. Oui. Docteur, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie personnelle ou professionnelle? Bon, dans ma vie personnelle, comme je l'ai dit, j'ai toujours vécu au sein de la famille. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on a amené hier, je suis le deuxième enfant de la grande famille. Et j'avais réussi à construire quand même où de me faire loger, parce que je suis rentré d'Allemagne. Et là, ma mère et mon père vivaient avec moi. Et le papa avait trouvé sa construction, là, il logeait là-bas. La maman est avec moi. Donc, ils sont tous décédés dans mes bras. Ils étaient inhumés comme ça, sans problème. Et j'ai trouvé de l'emploi avec, comme je l'ai dit, nos collègues. Et on m'a envoyé dans l'enseignement à Farana, alors qu'en principe, en tenant compte des cours que j'ai suivis, on pouvait travailler soit dans un service des affaires politiques ou bien au ministère des Affaires étrangères. Et malheureusement, il n'était pas question de m'aider à trouver quelque chose me permettant de vivre comme il faut. Comme il l'a dit par exemple, normalement, quand une personne vivant avec handicap parvient à prendre quelque chose et que vous voulez aider les autres à quitter la rue, c'est cette personne-là qu'il faut appuyer jusqu'à ce qu'il parvienne aussi à aider les autres. Voilà, aider dire aux autres comment il a fait. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est toi-même, on ne veut pas te sentir. Justement, Mariam, si tu permets, moi, je voulais vous demander aujourd'hui comment les institutions publiques et privées peuvent-elles mieux s'engager pour soutenir les personnes en situation de handicap? Mais justement, les personnes en situation de handicap qui ont appris quelque chose, c'est ceux-là qu'il faut appuyer jusqu'à ce qu'ils améliorent l'état. Les autres, maintenant, vont les emprunter. Vont dire, ah voilà, celui-là, il est comme ça, mais il a fait ça. Moi aussi, j'ai fait comme lui, c'est comme lui. Mais malheureusement, on ne les encourage pas. Donc il faut les encourager. Par exemple, lui, comment on peut envoyer quelqu'un qui ne voit pas la vision qui est un organe principal, la distinction des objets, on le prend, on l'envoie pour aller enseigner, pour préparer d'abord les leçons, c'est un problème. Se déplacer, aller en classe, c'est d'autres problèmes. Comment enseigner, c'est un autre problème. Maintenant, on envoie celui-ci à l'école pour aller enseigner. Pour faire quoi? Non, ça ne sert à rien. Normalement, on devait l'encourager jusqu'à les autres l'apprendre à apprendre quelque chose. On va dans un service qui lui permet de vivre sans problème. Les autres malvoyants qui sont dans la rue vont quitter. Et dit voilà, moi, lui il est malvoyant, mais aujourd'hui, il n'est plus sur le soleil. C'est-à-dire, vous voulez dire aujourd'hui, pour aider les personnes en situation de handicap, il faut déjà se référer à ceux qui sont parvenus à être quelqu'un, à relever. Pour les encourager, pour les engager dans les services les permettant de vivre mieux. Ok, excuse-moi Mariam, est-ce que M. Mansaré, vous partagez cet avis? Oui, je partage le même avis que le docteur, parce qu'en fait, il faut encourager les talents, il faut encourager ceux qui ont accepté de se battre. Parce que réussir en Guinée, c'est la croix et la bannière. Ça, il ne faut pas se cacher la vérité. On a beau dû se battre, mais lorsqu'on n'est pas appuyé, lorsqu'on n'a pas de possibilité, disons, d'accompagnement, c'est évident qu'on ne peut pas réussir à atteindre les objectifs comme il le faut. Il l'a si bien dit, en fait, le problème d'aller en classe n'est pas ça.
Mais tout le monde connaît, en fait, même les personnes valides ont d'abord du mal à enseigner dans des salles qui sont pléthoriques. L'effectif, disons donc, qui est gonflé, donc ce n'est pas facile, disons donc, pour un porteur de handicap comme nous, de le faire aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ne réussit pas à le faire, mais c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas reconnaître aussi le mérite en Guinée. On a toujours œuvré, disons donc, pour la médiocrité. Sinon, en principe, réellement, lorsque quelqu'un a fait des études supérieures, comme les autres, qui ne sont pas porteurs de handicap comme lui, je pense que le mieux serait, disons donc, de lui accorder les mêmes chances d'égalité au même titre que les autres. Oui, Mariam. Comment vous faites pour surmonter toutes ces difficultés? Bon, je surmonte les difficultés comme les autres, hein, mais sauf que le problème chez nous, les porteurs de handicap, nous avons, si en fait les autres ont des difficultés à un seul niveau, notre difficulté est triplée, voire même quintuplée, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vie en famille. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprend. Les gens pensent que lorsque vous êtes fonctionnaire, que vous avez les milliards du monde. Et cependant, les problèmes se posent à vous lorsque vous n'arrivez pas à satisfaire certaines demandes. Je pense que c'est un refus. Donc ça, il y a ce problème qui se pose. En plus de cela, il y a de la discrimination de la part, disons donc, des gouvernements. Excusez-moi de le dire. Quand je parle de la discrimination, en fait, c'est que c'est le problème de promotion. Normalement, la loi consacre, disons donc, qu'il y ait l'égalité des chances. Je ne dis pas que les personnes handicapées qui sont cadres n'ont pas de promotion. Peut-être c'est récemment qu'on a pu penser, disons donc, réfléchir à cette piste, mais il y a beaucoup de jeunes cadres et beaucoup de cadres, comme c'est par exemple le docteur Camara, qui est une référence. Aujourd'hui, normalement, il ne doit pas être en classe, ou il doit être, disons donc, à des postes de responsabilité de haut niveau. Mais le problème, tant qu'on continue à mettre en tête que, bon, voilà, telle personne, ce n'est pas sa place, parce que ça va poser problème. Voilà, justement, pour le problème de classe là, vous savez, quand on m'a envoyé à Farana, le ministre à l'époque a constaté que si je quitte Conakry, il va y avoir des problèmes à Farana. Parce que j'ai réussi à regrouper 80 docteurs d'État à la fonction publique. Si je quitte, je vais à Farana, toute personne qui viendra vers moi pour l'aider à faire quelque chose, je vais le faire. Alors que je vais maintenir ces gens là-bas, presque pour toute leur vie. Finalement, on m'a ramené à Conakry. J'ai été nommé attaché de cabinet. Je ne fais que 9 mois là-bas, au ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que les gens qui venaient voir le ministre ne voulaient pas sentir quelqu'un comme moi à l'entrée du bureau du ministre. On m'a enlevé, on m'a envoyé pour enseigner. Et quand ils sont en classe là-bas, je donne les cours. Par exemple, je suis obligé de danser. Je danse en expliquant les cours linguistiques. Je me mets à danser pour que les gens comprennent que ce n'est pas ma personne qui est là, mais plutôt ce qui est dans la tête. Effectivement. Voilà. Donc, oui, Mariam. Je pense qu'on va aller Quels sont les défis spécifiques dans le domaine de l'éducation et de l'emploi pour les personnes en situation de handicap? Dans le domaine de l'éducation, si c'est pour enseigner, non, ça, je ne pense pas qu'ils puissent enseigner comme il faut. Ils se forcent. Ils se donnent la force parce qu'on ne leur a pas mis autre chose. Non, il y a le service administratif de l'éducation. On peut les mettre là-bas, ils peuvent bien gérer cela. Par exemple, le chef de service, qu'on appelle ça directeur de service, ils peuvent faire tout cela parce qu'ils ont appris quelque chose. C'est pourquoi, voilà, quand moi je suis rentré, je ne suis pas limité à la linguistique. Voilà pourquoi je fus le premier albinos membre de CNT 2010. Et ce n'était pas là-bas en tant que albinos, j'étais là-bas comme le président d'un parti politique que moi j'ai fondé. D'accord. Voilà. Monsieur Mansaré, et quels ont été les défis pour vous? Bon, en réalité, il y a énormément de défis, comme il a si bien expliqué. D'abord, le premier défi qui se pose, c'est l'accessibilité. L'accessibilité en termes, par exemple, de moyens technologiques. Vous savez, de nos jours, il y a les outils technologiques qui sont développés. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens pour vous l'approprier, ce n'est pas évident que vous puissiez réussir dans l'exercice de votre profession. Tel n'a pas été le cas. Heureusement que moi, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de quelques personnes que je ne vais pas nommer ici. Mais sinon, je pense à pas mal de personnes qui ont des difficultés plus que moi et qui n'arrivent pas, disons donc, à s'approprier ces outils-là. Je parle par exemple d'un téléphone portable de haute gamme, je parle d'un ordinateur portable. Donc, lorsque vous n'avez pas tous ces moyens-là, même si vous avez les capacités intellectuelles dont vous disposez, c'est évident que vous ne pouvez pas réussir, disons donc, l'exercice de votre métier. Donc, l'un des défis principaux qui se posent dans le monde de l'éducation, c'est vraiment la question de l'accessibilité. D'accord, on va marquer une courte pause. Chers téléspectateurs, nous sommes dans cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la journée mondiale des personnes en situation de handicap.
handicap. Donc on va marquer une courte pause, on va mettre de la Kora, voilà, parce qu'on est en deuil, vous savez, avec la situation qui s'est passée à Zérékoré. Oui. Donc marquons une courte pause et voilà, paix à et vous ne verrez pas, une personne vivant avec handicap qui est victime de ça là-bas. Parce que cette personne comprend que ce n'est pas quelque chose qui lui permet de vivre comme il faut. Voilà combien de fois ils sont aussi intelligents. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc on va aller dans la pause. Retour donc sur ce plateau spécial consacré au handicap. Aujourd'hui, on est avec Dr Camara et Monsieur Mansaré. Mariam. Oui, Monsieur Mansaré, à présent nous allons parler de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants. Oui. Quel est le rôle de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants pour accompagner les personnes malvoyantes et non-voyantes? Bon, le rôle de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants depuis sa fondation en 2000, oui, c'est d'accompagner les déficients visuels dans le domaine de l'éducation surtout. Nous avons eu à y intervenir dans ce domaine-là à plusieurs reprises. Nous nous sommes donnés pour mission principale de parrainer les enfants déficients visuels qui viennent au collège, qui n'ont pas de possibilité de financer leurs propres études. Comment vous le faites? En fait, c'est à travers, disons, donc, le parrainage qui est assuré par les bailleurs à l'étranger, notamment les Français. Oui. Nous avons longtemps collaboré avec Guinée Solidarité, que la plupart, disons, donc, des Guinéens connaissent. Et Guinée Solidarité a l'habitude donc de mobiliser des fonds à travers donc des personnes qui œuvrent dans l'humanitaire. Donc c'est comme ça on a coopéré. Et puis il n'y a pas seulement que Guinée Solidarité, il y a d'autres organisations belges qui nous ont accompagnés dans ce sens-là. Mais récemment, quel a été notre combat? Nous voudrons, disons donc, montrer aux Guinéens que les autres font, disons donc, de l'action humanitaire ailleurs. Et pourquoi, disons donc, il y a énormément de richissimes ici qui peuvent, disons donc, faire plus que ce que les Blancs font. Mais très malheureusement, notre politique n'a pas encore complètement réussi parce que les gens ont du mal à comprendre cela. C'est généralement ce que les gens mettent en tête, que le handicap rime avec la manicité. Il suffit, n'est-ce pas, de tendre la main devant les mosquées et les églises pour qu'on dise que bon, c'est votre place là-bas. Et le plus souvent, quand on explique aux gens que le déficient visuel est capable d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose, un métier, et de réussir un jour sa vie, les gens, ils ne croient pas. Donc nous œuvrons à faire en sorte que les déficients visuels, les enfants déficients visuels, parce que la plupart de ces enfants-là viennent des familles pauvres. Oui.
Et donc, nous voulons mettre dans la tête des Guinéens qui ont les moyens pour qu'ils acceptent de les accompagner. Récemment, il y a d'autres qui comprennent, mais il y a encore un grand nombre qui ne réussissent pas à comprendre. À vous, docteur, Oui. Quel est le rôle de la Fondation pour accompagner les personnes albinos? Oui, la Fondation, créée en 1999, a voulu être l'unique acteur sur le terrain afin que les gens puissent comprendre de quoi s'agit-il. Il ne s'agit pas de créer des orphelinats et d'occuper les albinos, et de tendre la main aux gens, leur faire vivre. J'ai voulu faire cela, mais malheureusement, il y a nos frères noirs qui se sont mis à créer des structures permettant de tendre la main au nom des albinos, mais ce n'est pas pour les albinos. Il y a même des organisations dont les représentants ont réussi à acheter des voitures en tendant la main aux autres personnes pour eux, au nom des albinos, mais ce n'était pas pour les albinos, ils faisaient pour eux-mêmes. Donc c'est ainsi que j'ai demandé à ce que l'État mette en place une loi spéciale. Voilà l'origine de la loi créée par la Fondation lorsque j'étais membre du CNT en 2010 en tant que président d'un parti politique. J'ai fait une proposition de parti qui est partie au gouvernement. Et le gouvernement a accepté cela et ça a été voté au temps d'Alpha Condé. Et maintenant, là, il y a un texte d'application qui est en cours. Mais le ministère même qui s'appelle l'Action sur la promotion féminine et des personnes vulnérables n'est pas encore à la hauteur de nous présenter. Est-ce que le texte est signé par le président Doumbouya aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez vous voulez que le ministère vous accompagne? Les accompagne, d'accord, mais il ne fait pas. Ne serait-ce que faire signer cette loi-là par le président Doumbouya, les adultes vont quitter la rue. Parce que le problème principal pour nous, c'est le soleil. De quoi parle ce texte? Ce texte-là, d'abord, il reconnaît l'albinos comme personne vulnérable. D'accord. Donc vous allez directement vous adresser à la caméra. Comme ça, vous passez votre message directement. Ok. Donc, l'albinos n'était pas considéré comme une personne vulnérable. C'est cette loi-là qui a considéré ça. Et cette loi nous accorde aussi la possibilité d'aller à l'école, école publique, et puis quand on est malade, on va aux hôpitaux publics, on est soigné gratuitement, et de la pharmacie publique, on reçoit les produits. Et puis quand on finit la formation, immédiatement on tend le diplôme au ministère de la formation, qu'on appelle ça, le ministère de l'action sociale, et immédiatement on a l'emploi. Mais malheureusement, jusque là où nous sommes, quand même il y a des albinos qui sont diplômés, qu'est-ce qu'on fait? On les jette les enseignements. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a d'autres filières qu'ils ont apprises, qui peuvent utiliser dans d'autres domaines. Et il y a, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez par exemple, je suis dans la rue, là où je loge, les gens ne me connaissent pas tellement, l'électricité je paye l'eau. Et si je vais dans la rue, c'est faire la mendicité afin de payer l'électricité. Pourquoi, au lieu de nous laisser dans la rue, aller commander jusqu'à ce qu'on aille payer notre facture d'électricité et d'eau, pourquoi pas, comme l'eau et l'électricité gratuite à l'État, l'État nous rende ça aussi gratuit pour que nous puissions éviter la mendicité pour payer l'électricité et l'eau. D'accord. Voilà. Pensez-vous que d'autres associations pourraient aider les personnes vulnérables comme les albinos? Oui, c'est possible, mais si il se réfère à la première organisation, parce que moi, ce n'est pas une association, c'est une fondation. Toutes les dépenses viennent de moi-même. Quand vous venez chez moi, j'ai un institut de langue de communication. Les gens viennent apprendre l'allemand chez moi. Pour aller en Allemagne, les gens apprennent l'allemand chez moi, je les oriente jusqu'à ce que l'ambassade raccorde les visas. Et le peu que je gagne là-bas, là, j'engage ça dans la gestion de la fondation. Donc cela me permet d'éviter de regrouper les gens. Il y a les albinos qui viennent malades, je les envoie à l'hôpital. Il n'y a pas longtemps, une femme vient de Farana. Vous ne recevez pas d'aide? Non, de l'État, non, je ne reçois rien. Quand même que le ministère sait que j'existe. Est-ce que vous organisez souvent des activités? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça peut servir. Mais comment on appelle quelqu'un qui n'a rien, tendre la main à quelqu'un pour donner quelque chose? La seule qui va le donner, il va donner à qui? Moi qui ai organisé? Mais c'est lui qui doit utiliser. C'est lui qui doit utiliser ça. Non, ce n'est pas lui qui doit utiliser. Normalement, c'est lui qui doit utiliser. Ce n'est pas à moi qu'il va donner. Et ce n'est pas à un orphelin. Il va donner ça à leur orphelinat pour qu'ils puissent manger comme ils veulent. Non, pas du tout. Ça ne se fait pas. Donc, ils venaient, ils apprenaient quelque chose leur permettant de vivre comme il faut. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, en fait, j'ai posé cette question parce que vous savez, l'État aussi a des partenaires. Donc, si vous organisez souvent des activités ou vous invitez
Vous voulez que je revienne sur le cadre de l'albinos au niveau du ministère de l'Action sociale? Non, bon, on va d'abord passer sur ça. C'est pas la base. D'accord. Voilà. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur Mansaré. Docteur. Au fait, le problème qui se pose, c'est pas l'État en tant que tel. Moi, je ne vais pas accuser les décideurs au plus haut niveau. Oui. Je sais que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il fait énormément d'efforts depuis son arrivée à la tête de ce gouvernement. Nous sommes tous témoins, n'est-ce pas, de ce qu'il fait concrètement pour rendre, n'est-ce pas, la Guinée une véritable société inclusive. Mais le problème qui se pose, ça, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le dénoncer. Excusez-moi, je vais juste, parce que les téléspectateurs aussi auront l'occasion de poser des questions dans cette émission. Donc le numéro, c'est le 612 21 66 66. Je dis bien le 612 21 66 66. Si vous voulez intervenir en direct dans l'émission, c'est maintenant. Voilà, je disais donc que le problème qui se pose, c'est vraiment notre ministère, le ministère de l'Action sociale. Allô? Allez-y, je pense. Le ministère donc de la promotion de l'Action sociale et surtout, n'est-ce pas, la direction des personnes vulnérables. Moi, je ne comprends pas vraiment l'existence, n'est-ce pas, de ces structures administratives-là. Généralement, si on ne fait pas des efforts, c'est évident que beaucoup de personnes porteurs de handicap vont continuer à végéter encore dans la misère. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, ce que nous suggérons, c'est de mettre en application les textes de loi. Il y a, disons donc, la loi portant, disons donc, sur les personnes atteintes d'albinisme, mais aussi une loi aujourd'hui portant promotion et protection des personnes handicapées, qui prend même en compte, disons donc, les personnes atteintes d'albinisme. En plus, n'est-ce pas, du fait qu'ils ont leur propre loi, mais qui sont pris en compte aussi dans cette loi-là. Mais ce n'est pas seulement qu'au niveau des personnes atteintes d'albinisme, c'est tout le monde qui souffre. Concrètement, tous ceux qui sont porteurs de handicap rencontrent des difficultés majeures. Or, ce n'est pas ça notre objectif. Que recommandez-vous réellement pour soutenir les personnes en situation de handicap? Non, ce que nous recommandons, que les propos ne soient pas seulement que de la spéculation, que ce ne soit pas que seulement théorique. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui se reflètent, disons donc, au niveau de tout le monde. Mais quand on passe, disons donc, tout le temps à parler dans le vide et qu'il n'y ait pas d'action concrète. Donnez un exemple de ce que vous voulez concrètement. Nous sommes des exemples, n'est-ce pas, sur ce plateau, madame. Oui, un docteur qui continue encore à végéter dans les salles de classe. Oui. Et moi, je suis encore dans les salles de classe. Moi, ça me fait 7 ans que je suis, disons donc, en train d'exercer comme enseignant. Mais aujourd'hui, même si on a la possibilité, disons donc, de promouvoir, on ne le fait pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils sont les premiers d'abord à discriminer, alors qu'ils disent qu'ils combattent, n'est-ce pas, la discrimination fondée sur le handicap. Mais il se trouve qu'ils sont les premiers à discriminer. Quand je dis ça, il y a certains amis qui vont peut-être dire que ils ne sont pas d'accord parce que tout simplement aujourd'hui ils ont bénéficié de la promotion. Mais ceux qui bénéficient de la promotion sont minimes par rapport à ceux qui encore continuent à exercer dans l'administration. Bien sûr. J'ai une question. En tant qu'acteur aujourd'hui du changement, quelle action concrète avez-vous entreprise dans vos domaines respectifs? Bon, je n'ai pas de domaine entreprise. J'attends jusqu'à ce que cette loi-là... Non, par exemple, la fondation, c'est d'abord aider les albinos à apprendre quelque chose. Quand vous voyez chez moi là-bas, on est Institut de langue et de communication. J'ai un centre où les gens peuvent apprendre l'informatique. Donc aujourd'hui, ces appareils ne fonctionnent plus parce qu'il y a longtemps qu'ils sont avec moi. Donc des choses comme ça, assister, peut me permettre de reprendre des albinos qui veulent apprendre quelque chose. Parce qu'il y a aussi, il faut la volonté aussi. Hein. On ne va pas les forcer. Il y a certains albinos qui croient que, tels qu'ils sont, ils sont comme ça. Ils ne doivent pas faire quelque chose. Alors qu'ils doivent apprendre quelque chose pour que tu puisses réussir à changer ton état. Il faut apprendre quelque chose. J'ai mon fils qui est albinos aussi. Aujourd'hui, il est en 2e année de licence. Il est à l'université. En 2e année de licence, et puis il dit qu'il va faire l'informatique. Il est en train de faire MIAS. Donc il y a d'autres qui pensent qu'à partir du moment qu'ils sont albinos, là, c'est fini. Est-ce que vous faites souvent des sensibilisations avec eux directement sur le terrain? Je les invite à la maison, mais il y en a qui ne répondent pas parce qu'ils pensent que quand ils vont là-bas, ils essayent de leur donner de l'argent à acheter quelque chose et permettant de se faire voir ou choses comme ça. Alors que ce n'est pas ça. Donc c'est pourquoi je ne fais plus ces choses-là. Et vous savez, au début, quand j'ai constaté que les gens avaient des problèmes, n'est-ce pas, d'alimentation, je m'adressais à PAM. PAM m'offrait des sacs de riz, du sucre. Il y a même l'Italie, une fois que nous avons offert des ballons de vêtements que j'ai distribués à ces albinos sur lesquels j'ai invité chez moi. Il y a les gens qui étaient même de Farana, ils ont reçu ces vêtements-là.
Donc, les chapeaux, par exemple, parce qu'on a besoin de ça pour se protéger contre le soleil. Les manches longues, les pantalons, on faisait cela. Mais je ne fais plus parce qu'ils pensent qu'ils doivent être comme ça et qu'il faut leur donner. Alors qu'ils doivent faire de l'effort pour acquérir ça aussi. Il faut faire un peu d'effort. Nous, par exemple, je suis devant vous, pas parce que les parents, non, parce qu'on a fait de l'effort pour quitter l'école primaire, collège, lycée, université, post-université. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui à ces personnes qui pensent qu'être albino, c'est un handicap en soi, on ne peut rien faire? Non, pas du tout. C'est un handicap. Ils ne doivent pas considérer ça comme un handicap. Ils doivent accepter d'intégrer. L'intégration, il faut accepter. Si tu n'acceptes pas l'intégration, tu ne vas pas intégrer. Bien sûr. Moi, tu viens te prendre, t'insérer comme ça là, au bout d'un votre exemple, c'est concret. Donc, justement. Donc, pourquoi si les gens veulent aussi que je sois, s'il faut dire, emprunté par les autres albinos, je dois être encore encouragé de plus. Parce que j'ai été encouragé pour être à ce niveau-là, à mon effort. Donc, je dois être encore encouragé de plus. Et que, voilà un albinos qui est devenu ministre. Donc demain aussi, j'apprends, je vais être ministre. Oui. Voilà un ambassadeur qui est devenu ambassadeur. Vous avez été encouragé parce que vous avez voulu aussi. Oui, j'ai voulu. Justement, il faut que cette volonté aussi soit étendue vers moi, voilà. Je la communique. Moi, soit la volonté qui m'a animé. Et que cela, si je dois être nommé ministre ou bien directeur ou ambassadeur, comme ça, là, ils vont l'être aussi. Bien sûr. Mais à condition qu'ils soient au même niveau que moi. Oui, Mariam, on poursuit. Récemment, il y a. Oui. Je vous raconte une anecdote. Je me suis rendu à l'école pour le recensement biométrique. Je rencontre l'agent recenseur qui me demande mon numéro matricule, je le communique, le numéro matricule. Il tape dans l'ordinateur et puis il voit malvoyant. Donc je le rectifie tout de suite, je dis je ne suis pas malvoyant, je suis plutôt un non-voyant. Il dit bon, quelle est la différence entre le malvoyant et le non-voyant? Je lui en ai donné cette différence. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Le monsieur répond, mais toi, ta place n'est pas dans les salles de classe. En principe, ta place était donc au niveau du ministère de l'Action sociale. Je n'ai rien dit. Et le monsieur de dire, bon, néanmoins, je prends ton contact, j'ai ton contact, je vais en parler vraiment au ministre parce que tu mérites vraiment d'être accompagné. Toi, tu dois avoir une prime spéciale. Et depuis lors, quand j'ai quitté, disons donc, la boîte, je n'ai rien vu. Mais de toute la manière, nous, on s'attend à ce que on entend ces genres de propos en longueur de journée, mais ça se limite là. Et comme le docteur l'a si bien dit, c'est qu'il va falloir que les gens acceptent, n'est-ce pas, de se battre pour comprendre que nous avons fourni de l'effort. Notre rôle aussi, c'est de devenir des personnes, des cadres qui vont occuper des postes de responsabilité de haut niveau. C'est notre souhait. Oui. Oui, Mariam. Monsieur Massaré. Celui qui vous a dit là que vous êtes au ministre de l'Action sociale, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Vous devez être engagé dans l'administration. C'est clair. Dans l'administration. Et le ministre de l'Action sociale, étant responsable de notre situation, peut maintenant encourager un ministère. Bon, vous savez, en fait, en principe, c'est généralement, c'est ce qu'ils disent. Même quand moi je passe. Ne t'emploie pas. Il peut t'accompagner pour trouver un emploi dans un autre ministère. Parce que c'est lui la mère principale de la situation. Absolument. Tu vas travailler là-bas. Même là-bas, il y a des handicapés. Tout à fait. Qui travaillent, qui ont des difficultés même de travailler, mais on les met ensemble avec un ami, qu'on appelle ça, un administrateur qui est noir, qui peut l'accompagner dans les services. Mais il ne bouge pas. Voilà, amis téléspectateurs, on est dans cette émission spéciale consacrée aujourd'hui aux personnes en situation de handicap. Le thème, c'est... Mariam, le thème, rappelle-nous le thème, pour une société inclusive. Pour une société inclusive, levons les obstacles à l'accessibilité. Effectivement, un thème qui met en lumière les défis que rencontrent les personnes en situation de handicap et les moyens de surmonter ces obstacles. On est bientôt à la fin de l'émission, Mariam. Oui. Monsieur Mansaré, quel message souhaitez-vous adresser au public et aux décideurs pour accompagner les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui sur le cœur? Sur le cœur, quel est votre message? En venant sur ce plateau-là, c'est un article que j'ai lu, comme quoi, dans l'histoire du Parlement sénégalais, pour la première fois, il y a un député non-voyant qui réside au Maroc et qui a été élu sous la bannière, n'est-ce pas, du PASTEF. Donc je pensais tout de suite donc à mon pays, j'ai dit, ben écoutez, c'est une avancée, disons donc, majeure dans ce pays-là. On espère qu'un de ces jours-là, que ça sera le cas en Guinée, en République de Guinée. Ce n'est pas parce que les personnes handicapées ne veulent pas se battre,
D'abord, le premier message, il est adressé aux formations politiques, d'encourager les personnes handicapées à intégrer leur formation politique et de faire en sorte que leur projet de société prenne en compte la situation des personnes handicapées. Maintenant, aux gouvernants de mettre en application les textes de loi et de faire en sorte que les personnes handicapées, au niveau, disons donc, de l'administration, puissent bénéficier de la promotion. Mais pas seulement que de la promotion, parce que moi aujourd'hui, vous allez me promouvoir, vous ne me mettez pas dans toutes les conditions pour réussir, vous ne me donnez pas les moyens de ma politique pour vivre mieux, cette promotion-là, je ne la veux pas. Donc il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de promouvoir les personnes handicapées, parce que moi je connais certains jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de la promotion, mais qui n'osent pas dire qu'ils souffrent. Ça ne sert à rien que tu dises à quelqu'un qui est directeur général, mais après que tu ne lui mettes pas, à sa disposition une voiture même administrative. Oui. C'est pas possible. Donc, promouvoir les personnes handicapées, mais faire en sorte qu'elles réussissent, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur métier, en étant dans de très bonnes conditions. Maintenant, au public, c'est de quitter, n'est-ce pas, le stade, la phase, n'est-ce pas, de la discrimination, de comprendre aujourd'hui que le handicap ne rime pas seulement qu'avec la manicité, mais le porteur de handicap est aussi un acteur principal dans la société qui peut apprendre un métier, qui peut étudier, réussir, disons donc, dans l'exercice, n'est-ce pas, de ce métier et devenir quelqu'un qui soit capable de participer activement au développement socio-économique de la nation. Docteur, Oui. quel est votre mot de la fin? Et quel appel avez-vous à lancer aux décideurs ou au public? Bon, d'abord aux parents biologiques. Les familles biologiques des personnes vivant avec handicap doivent comprendre que ces personnes-là sont bien capables de faire face à leur propre situation. Ils ne peuvent que les encourager. Le minimum de volonté qu'ils manifestent pour les aider, ils peuvent parvenir à éviter, n'est-ce pas, la vie de handicap et être mendiant. Ça, il faut éviter cela. Au lieu de les laisser sous le soleil, maintenant le soir ils rentrent, tu tends encore la main, donne-moi ce que tu as gagné là-bas. Ça ne doit pas se faire. Donc les parents, ça c'est leur domaine. Les personnes vivant avec un handicap, elles-mêmes, doivent comprendre que le meilleur moyen leur permettant d'intégrer et éviter d'être discriminés, c'est apprendre quelque chose. Oui. Il n'est pas dit qu'il faut aller jusqu'à l'université, non. Tu as appris à lire et à écrire. Oui. Tu peux aussi intégrer, faire la formation professionnelle, te permettant de vivre sans problème. Donc il faut que ceci aussi accepte. Donc si au niveau de l'autorité, l'autorité doit chercher à savoir est-ce qu'il y a des personnes vivant avec handicap, par exemple quelqu'un qui est malvoyant ou bien qui est un albinos, est-ce que je peux le nommer quelque part là? Quand on sait que moi je ne peux pas conduire. J'ai tout appris pour le Guinéen, mais conduire non. Ils n'ont pas fait ça pour moi aussi. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans la rue, il y a non seulement l'effet du soleil, mais aussi la rencontre avec les autres véhicules et leur phare. Ça me crée des problèmes. Ça peut faire des accidents. Ça, je refuse. Même si ma femme, tout à l'heure, s'est battue pour trouver une voiture à la maison, la voiture est là-bas. Jusqu'à ce qu'elle s'est complètement détruite, mais j'ai dit ce n'est pas la peine. Je ne peux pas construire, je ne peux pas conduire. Si les gens veulent m'aider, ils n'ont qu'à m'accompagner maintenant en me déplaçant. Mais ce n'est pas moi qui vais conduire la voiture encore pour le Guinée. Donc il faut que et les parents, et les personnes concernées, et l'État se donnent les mains pour que ces personnes-là puissent être acceptées et se faire intégrer dans leur surtout famille biologique. Il ne faut pas qu'ils soient mendiants. On les réunit quelque part là. Voilà. Comme les mendiants comme ça dans le quartier, on les met, je sais pas, il faut l'orphelinat. Maintenant, quand ils vont avoir l'âge avancé, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut qu'ils apprennent des métiers, il faut qu'ils apprennent quelque chose quand même pour vivre. Pour vivre avec. Réussir dans sa vie. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je vais laisser Mariam clôturer cette émission. Merci, docteur. Donc, merci, madame. Monsieur Mansaré. Merci, madame. Et Mariam. Merci, monsieur Mansaré. Merci, madame. Et merci, docteur. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Ensemble, nous pouvons bâtir une société inclusive où chacun peut vivre sans être discriminé. Effectivement. Au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah, sur la même chaîne, la RTG2. La télé de proximité. Merci. Merci à tous.